J'ai eu 2 réactions. La première qui était forcément d'avoir peur. À l'accident, tu sais que tu peux plus bouger, tu le sens après je pense qu'il y a eu pas mal d'espoir. Ma vie à 15 ans, elle faisait que commencer. Salut Corentin, Salut Chloé, comment vas-tu? ça va et toi? Bah ça va, je te remercie. Je suis ravie de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah non, merci à toi. Je commence toujours de la même manière, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Ok, alors dans quel environnement j'ai grandi? Un environnement stable, même si beaucoup de déménagements. Ok. Donc je suis breton à moitié, né à Toulouse. Donc Ok. mon père est breton, je suis né à Toulouse parce que mes parents étaient militaires, ma mère est gendarme. Et puis voilà, on a vécu, je suis né à Toulouse, on a vécu quelques années là-bas et après on est revenu en Bourgogne parce que bah, ma mère est bourguignonne et mon père a décidé de prendre sa retraite à l'armée pour reprendre le domaine viticole familial. Ok, rien Donc à voir. non, rien à voir, carrément différent. Et donc depuis pas mal d'années maintenant, on est ici à côté de Dijon, à Chambolle-Musigny, et puis voilà, beaucoup dans le sport. Je pense qu'on va en parler On va après. en Ouais. parler, oui. Donc beaucoup dans le sport, et puis voilà, je pense que c'est comment j'écrirais mon environnement plutôt stable. Et aujourd'hui, ce que tu fais? Alors aujourd'hui, bah, j'espère avoir un environnement stable également, mais bah, maintenant, voilà, je suis sportif de haut niveau dans le rugby fauteuil. Euh, voilà, c'est ce qui me prend tout mon temps et quand j'ai un peu de temps et besoin d'argent, on fait quelques conférences. Ok, super. Bon, on va revenir sur comment tu en es arrivé ici. Mais est-ce que tu peux un peu plus me décrire l'enfant que tu étais? Alors, l'enfant que j'étais quelqu'un de très introverti, Ouais. ce qui a bien changé. Très introverti, curieux de tout et initialement pas trop fan de rugby. Euh, voilà, je trouvais que c'était un sport de bourrin et j'étais plutôt attiré par le basket. Et puis bon, j'ai découvert le rugby assez rapidement par l'intermédiaire de mon petit frère qui s'était mis au rugby et donc j'ai suivi. Et puis voilà, je pense que je peux me définir comme étant à l'époque très introverti. Ouais. Ouais. Et tu rêvais de quoi à ce moment-là? Ça fait loin là. Je sais pas, tu Euh, t'imaginais quoi j'avais, de ta vie future? je pense que j'avais pas trop d'imagination par rapport enfin, quant au futur, à part quand vraiment je me suis lancé à fond enfin, lancé à fond. Quand j'ai commencé à vouloir faire de mon sport mon métier, donc à l'époque Enfant. c'était le rugby, Ah ouais. et voilà, j'ai vite eu cet objectif de devenir pro. Ça s'est vite arrêté, mais ouais, ça a été hyper rapide. Parce que tu as commencé le rugby à quel âge du coup? J'ai commencé le rugby à 7-8 ans, Ah oui, donc très jeune. assez jeune. Mon frère en avait 3 ou 4. Et, Ok. euh, et puis après, voilà, de fil en aiguille, le rugby a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. J'ai fait sport-études, j'ai fait un mois et demi de pôle espoir rugby à Dijon, et voilà, ça a été une grosse partie de ma vie. Donc très jeune, tu savais que tu voulais devenir rugbyman professionnel. Exactement. Ouais, donc c'est déjà beaucoup pour la suite. Ouais, ça a été, et je pense que c'est ce qui m'a un peu donné l'envie de me lancer dans le rugby fauteuil à fond. Je pense que encore une fois, on va en Oui, parler. parce que du coup, tu fais du rugby petit et tu vas avoir un accident. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Alors, donc, comme on le disait, j'ai commencé assez tôt le Ouais. rugby, et puis à 15 ans, sur un interpôle, donc un match entre plusieurs pôle espoir de Paris et de Villefranche. Voilà, j'ai pas de souvenir exact, mais sur une action, voilà, un maul, une sorte de mêlée qui s'est effondrée. Mes cervicales ont pété, et donc ma moelle épinière a été touchée.
Et suite à cette action, ben, voilà, je suis tétraplégique maintenant donc j'ai fait de l'hôpital, rééducation, etc. Et je pense que voilà, c'est vraiment un moment, le moment charnière de ma vie, De ta quoi. vie. Ouais. Et t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 15 ans, enfin 15 ans et demi, à peu près. Donc 15 ans et demi, tu as cet accident. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, parce que j'imagine que là, c'est le chaos dans ta vie, dans celle de tes proches. Ouais, alors, d'ailleurs, j'avais 15 ans et cette année, je sais pas quelle journée, on doit être On est le 11 le octobre. 11, et ben dans 10 jours, ça fait 15 ans que j'ai eu mon accident. Ah Non pas que je compte les jours et les années, mais c'est toujours une date Une date symbolique, quand même. symbolique, ouais, voilà, à laquelle on porte plus ou moins d'importance, mais qui nous marque quand même. Et donc, quelle était ta question déjà? Comment tu réagis au moment de Ah ouais. l'accident? Comment ça se passe? Comment Parce ça que se là, passe? Ben, en fait, tout se passe hyper vite parce que bah, t'as l'accident, tu sais pertinemment, enfin, tu sens que tu peux plus bouger. Donc voilà, les pompiers arrivent, tu vas à l'hôpital, tu te réveilles dans une salle, enfin dans une chambre, comme tu peux voir à la télé, avec t'es branché de partout, ça bip de tous les côtés, etc. Je pense que pour le coup, c'est plus dur pour tes proches que pour toi, parce que tu sais que de toute façon, toi, tu peux rien y faire, et qu'il va falloir se battre. Mais tes proches culpabilisent beaucoup. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a mis au rugby? Pourquoi? Ah oui, c'est ce qui Voilà, s'est passé tout de suite. je pense que c'est hyper. Enfin, c'est beaucoup plus difficile pour mes proches que ça ne l'a été pour moi. Parce que toi, du coup, à 15 ans, tu réagis comment? C'est quand même un moment Mais charnière. en fait, je pense que j'ai eu deux réactions. La première qui était forcément d'avoir peur, parce que ben voilà, t'as l'accident, tu sais que tu peux plus bouger, tu le sens et voilà et surtout après quand tu te réveilles, tu bouges plus rien quoi, donc il faut le temps que ça revienne un peu. Toute la rééducation a été difficile sur un plan physique parce que c'est de l'entraînement au final. Donc voilà, il faut retrouver de la force et retrouver de la récupération que tu retrouves pas forcément. Donc ça a été difficile, mais après je pense qu'il y a eu pas mal d'espoir dans le sens où quand j'ai commencé à voir que je récupérais un petit peu, je me suis de suite dit que voilà, ma vie à 15 ans, elle faisait que commencer, et que c'était important de réussir à aller de l'avant et essayer de voir un peu sur le plus long terme. Donc voilà, penser à tout ce qui était de l'autonomie et essayer de revenir le plus rapidement possible dans la vie normale. Ça a tout de suite été très positif. Ouais, ça a été étonnamment parce que voilà, comme je disais, à l'époque, j'étais quelqu'un de très introverti. J'étais pas forcément très optimiste. Bon, j'étais pas non plus hyper pessimiste, mais enfin, voilà, comme un gamin de 15 ans au final, avec tous les problèmes. Voilà, tu te sens pas forcément très bien dans ta peau, etc. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment fait relativiser sur le fait que voilà, j'ai pas une situation idéale, mais il y a bien pire que moi. Il y a forcément mieux, mais il y a bien pire. Donc ouais, vraiment ça m'a beaucoup changé. Ouais. Et au niveau de tes proches, est-ce que le regard était différent? Comment ça s'est passé? Non, je pense que le regard a pas été différent parce qu'au final j'étais toujours la même personne. Une personne normale avec une différence, mais je pense que on en a parlé un petit peu avant, mais je pense qu'on en a tous. On a tous des différences, on a tous des parcours de vie qui sont un peu atypiques. Et voilà, je pense que leur regard n'a pas changé. Il y a simplement un moment où il y avait un peu de peur, déjà peur pour l'avenir, et surtout pendant quelques années, j'étais pas du tout autonome, donc il y avait beaucoup
beaucoup d'aides qui tournaient autour de ma personne. Donc voilà, c'était aussi très certainement un peu lourd pour eux. Pour tout le monde. Mmh. Et tu as mis combien de temps justement à cette rééducation avant de retrouver quand même une certaine autonomie? Alors, avant de retrouver une certaine autonomie, ça a été assez long, ça m'a pris, 7-8 ans. J'ai fait, même pas 1 an de rééducation, de réelle rééducation à l'hôpital. Après je suis vite rentré à la maison, j'ai repris le lycée, et cetera et c'est surtout la découverte du rugby fauteuil qui m'a aidé à être autonome, parce que, voilà, ça m'a permis de me remuscler, les bras, en tout cas, des muscles que j'avais et que j'ai pu, essayer de redévelopper et surtout, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui étaient dans la même situation que moi et voilà, qui m'ont donné quelques tips, par-ci par-là, comment faire pour s'habiller, comment faire pour monter en voiture, pour mettre le fauteuil dans la voiture, et ça, je pense que ça a été, très important. Oui, parce qu'au moment où tu as l'accident, tu as pas forcément de personnes qui sont en situation de handicap autour de toi. Non, mes parents avaient déjà un pote qui était en fauteuil, mais assez loin et un peu plus âgé que moi, donc voilà, Ouais. on n'était pas trop, on est proches, mais c'était pas mon meilleur pote. Par contre, voilà, le fait d'arriver dans le rugby fauteuil dans un monde où il y a quasiment que des personnes Ouais. qui sont dans la même situation que moi, ça m'a vraiment aidé, ouais. Ça m'a vraiment aidé et je pense que c'est important, tu vois, de réussir à avoir des exemples, Ouais. voilà, des références, en fait, des personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que toi et qui peuvent t'aider. Donc, voilà, maintenant, j'ai la chance de pouvoir être une référence, entre guillemets, Ouais. pour certains et c'est toujours, pour nous, c'est toujours important, tu vois, de s'entraider d'essayer voilà, de donner des solutions Bah, ça aide à à ces évoluer, nouveaux, c'est ça. Et comment tu découvres le rugby fauteuil? Alors, comment je découvre le rugby fauteuil? En fait, c'est par l'intermédiaire de Didier Retière. Alors Didier, ça a été le coach de l'équipe de France de rugby valide. OK. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas donner la date parce La que date. je me rappellerai pas, mais pour la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. OK. Et donc Didier connaissait très bien Adrien Chalmin, qui lui a fait du rugby valide aussi, qui a eu un accident de rugby, qui à l'époque était moi j'ai découvert le rugby fauteuil en 2010. Adrien était en équipe de France, capitaine de l'équipe de France, et donc Adrien, voilà, il est venu chez moi me montrer un peu déjà le rugby fauteuil Ouais. et comment lui pouvait être autonome dans son quotidien. Donc voilà, Didier nous a mis en relation et depuis Adrien c'est un pote voilà, on a joué quelques années en équipe de France ensemble. Trop bien. euh, Depuis 2015, parce que bon, 2015 ça a été ma première sélection. Et Adrien a pris sa retraite internationale là, après les Jeux de Paris. Ah oui, donc Donc une, belle histoire en ouais, commun, c'est ça. Donc tu as eu ce rôle modèle, mais même pas 1 an après ton accident, du coup? C'est ça, ouais, enfin hyper rapidement après, hein. Hyper rapidement après et très honnêtement, ça a été une chance Ah oui. parce que voilà, moi ça m'a très vite permis de voir que c'était possible voilà, d'être autonome, d'avoir des amis, d'avoir des copines, d'avoir des relations amoureuses, de voyager, Ouais. de faire du sport et de faire du sport de haut niveau. Oui, donc d'un coup, tu découvres que malgré cet accident, tu vas pouvoir avoir une vie, qui convient à ce que tu voulais. C'est ça, carrément, C'est une vie normale Ouais, avec forcément quelques différences, une vie normale, ouais. OK. Et au niveau de tes amis, Mmh. comment est-ce qu'ils réagissent? Parce que j'imagine que pour eux, ça a été aussi un bouleversement. Est-ce que tu as été soutenu, Ouais, je pense que des accidents comme ça, enfin des histoires comme ça renforce les liens ou ça les déchire complètement.
c'est ça. Je pense qu'il y a pas de demi-mesure. Alors j'ai pas perdu d'amis à cause de l'accident, mais enfin voilà, la vie a fait qu'on s'est Ouais. éloignés. Par contre, les personnes qui sont restées, c'est vraiment mes amis. Et c'est beaucoup avec qui j'ai fait beaucoup de choses, quoi. Ouais, tu été entouré, Même tout à de des suite. périodes où j'étais pas autonome, voilà, Mmh. on partait, on allait en festival et tout, et Ah c'était oui, donc tu as pu tout de suite, ouais, ça a été. En tout cas, ils m'ont bien aidé, voilà, ouais, à sortir un peu du quotidien un peu plus compliqué à l'époque. ouais. Et tu as pas eu de période où ça a été vraiment compliqué moralement? Non, pas tellement, Mmh. pas tellement, un petit peu au début, quoi, parce que, bah, voilà, il faut le temps de faire D'acc le deuil de sa vie et de son corps, enfin de sa vie d'avant et de son Ouais, corps, d'avant, et essayer de se remotiver, de trouver d'autres objectifs, et comme je le disais, tu vois, moi, mon objectif, c'était d'être rugbyman pro. Ça s'est vite arrêté, ouais, et au début, c'était compliqué parce que, voilà, j'avais envie que de ça. Au début, ouais. je rêvais, et c'est c'est plutôt rigolo parce que je rêvais que j'étais en équipe de France de rugby, mais Ah j'étais en ouais, fauteuil. tu Donc ré moi, OK. j'étais sur le terrain de rugby en fauteuil, je jouais avec les mecs, qui étaient debout, et à l'époque, c'était, tu qui? T'avais bah, Yannick Josion, t'avais Frédéric Michalak, enfin voilà, voilà, j'étais à l'époque, dans mes rêves, j'étais avec eux, mais en fauteuil, quoi. Ouais, donc tu Donc avais quand même déjà cet objectif, ouais, enfin, ouais, tu savais que c'était quand même très présent, c'est ça, ouais, comme je disais, le sport, ça a mmh. toujours été hyper présent, d'autant plus le rugby, et, euh, et voilà, ça a été assez rapide. Et comment tu réagis les premières fois que tu as le fauteuil, que tu te réadaptes à ce nouveau corps? Euh, Franchement, alors pas que j'ai pas de souvenirs, mais en fait, je pense que je me suis jamais posé la question. Ouais, Euh, je savais que de toute façon, le fauteuil, ça allait être mon allié pour. Euh, alors à l'époque, j'avais espérance de remarcher, OK. mais je savais que ça allait être mon pote là pour une grosse partie de ma vie. J'ai vite compris que remarcher, ça allait pas être possible, ou en tout cas pas maintenant, pas Ouais, tant que la médecine n'a pas évolué très ouais, ouais, fortement. très fortement. Et enfin voilà, j'ai de suite très vite accueilli le fauteuil parce que et très bien accueilli d'ailleurs parce que je savais très bien que ça allait être mon allié pour avoir un peu d'autonomie, pour sortir un peu de l'hôpital, tu vois, essayer de bouger correctement. Parce que les médecins ont tout de suite dit que tu ne remarcherais pas ou il y avait un espoir, Non, 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 quand t'as une lésion de la moelle épinière, comme j'ai eu, généralement, voilà, les médecins sont pas pessimistes parce que c'est hyper rare de réussir à remarcher. Voilà, ils disent que normalement, ouais, sauf miracle, tu remarcheras pas. Voilà, ça, quand ils te l'annoncent, c'est forcément un choc. Mais moi, je m'y attendais quand même, quoi. Je savais que voilà, mes jambes, je les bougeais pas. Je commençais à rebouger les bras, et pas du tout les jambes. Donc je me suis ouais. dit, bah, je pense que c'est foutu. Mais les bras, tu as réussi à bouger assez rapidement? Ouais, assez rapidement. Pas aussi. Enfin, j'avais pas autant de fluidité que Ouais, maintenant, et j'étais pas du tout aussi à l'aise. Mais c'est pour ça que la rééducation est là, ouais. c'est pour apprendre à se débrouiller avec les fonctions que t'as. Ouais, les bras, j'ai commencé à les récupérer assez rapidement. Et est-ce que ce genre d'accident arrive souvent dans le rugby? Non, Parce franchement, que c'est quand même, non, franchement, c'est quand même un sport alors ça reste un sport de contact, hein, mais t'as beaucoup moins de risques enfin, de devenir tétra en jouant au rugby qu'en conduisant une voiture, quoi, ouais, ou en traversant la route. ouais, c'est vrai. Donc c'était Donc vraiment non, un ouais, accident exceptionnel, ouais, c'est ça, c'est franchement hyper rare. Alors t'en as des accidents au rugby, voilà, faut pas se dire demain je fais du ouais, rugby, ou demain je mets mon fils au rugby ou ma fille, il va être tétra, quoi. C'est pas du tout. ouais. Enfin voilà, moi dans tous les mecs avec qui j'ai joué, il y en a aucun qui a eu un accident de rugby, et il y en a aucun
qui connaît vraiment un mec qui a eu un accident de rugby à part moi, quoi. Ok, ouais, donc Donc, c'est quand même quelque chose de c'est quand très même assez rare. rare. Ouais. Ok. Tu décides, donc là, tu entends parler du rugby fauteuil au bout d'un an. Tu vas tout de suite te prendre de passion pour le Ouais. sport. Et comment se passe ta vie à ce moment-là? Parce que tu es toujours très jeune. Ouais, c'est toujours une vie un peu compliquée, parce que, bah, j'ai quoi? J'ai 16 ans et demi, 16 ans. 17 ans. C'est la période où tout le monde sort, voilà, Voilà. où Tu découvres tu un peu. profites de ta jeunesse, tu découvres tous les plaisirs de la vie et en fait, moi, à ce moment-là, bah, mes potes, ils ont pas le permis, donc quand ils sortent, bah, ils sortent sur Dijon ou sur Beaune et moi, pour y aller, bah, c'est plus compliqué. Donc c'est une période alors je sortais avec eux, mais fallait vraiment s'organiser et hem et quand j'ai découvert le rugby fauteuil, bah, voilà, j'étais pas du tout autonome et même pour aller à l'époque, je jouais avec Clermont-Ferrand, parce qu'on n'avait pas encore monté le club à Nuits-Saint-Georges et en fait, ben, c'est mon père qui venait avec moi, ma mère, enfin voilà, Ouais. c'était mes proches qui venaient m'aider et puis ensuite, voilà, à cause de je sais pas si c'est à cause ou grâce, à ça, on a décidé de monter une équipe de rugby fauteuil à Nuits-Saint-Georges en Ok. 2000, bah, du coup juin 2011 et puis, c'était parce que voilà, j'étais pas autonome, j'étais encore trop jeune pour partir et à l'époque, j'étais pas du tout prêt à La vie, quitter mes proches, ouais. Et comment tu montes un club de zéro? Difficilement, Ah ouais? franchement, ça a été long, ça a été beaucoup de boulot. J'ai été très soutenu de la part de beaucoup de monde et ça, ça a été dingue. Tu vois, dès que j'ai commencé à parler de vouloir créer une équipe de rugby fauteuil dans les coins, tout le monde a pris, a pris les choses. Voilà, avec une grosse empathie, je pense, une grosse volonté de m'aider. Et ça a été fou parce que ça s'est fait hyper rapidement. Ouais. euh, et surtout, ça s'est bien fait. Et voilà, après, mon quotidien s'est vite tourné vers ce club enfin vers cette équipe de rugby et vers le rugby fauteuil parce qu'à l'époque, après le bac, j'étais Ouais, tu encore pas fais quoi? autonome j'avais vraiment envie de gravir les échelons du rugby fauteuil assez rapidement. Donc voilà, je me suis un peu focus sur le rugby fauteuil, les entraînements, essayer d'acquérir un maximum de compétences et d'expérience avec ce sport pour arriver aux équipes de France. Du coup, ça veut dire que quand tu as ton bac, tu fais pas forcément d'études supérieures et tu décides de te donner à 100 pour le rugby fauteuil? Ouais, c'est ça. Après le bac, alors pour 2 raisons. Tout simplement, parce que, bah, déjà, j'avais envie de faire du rugby fauteuil. Donc je me suis dit: «Je vais prendre une année sabbatique pour gérer le rugby fauteuil également pour essayer d'être le plus autonome possible». Hem, donc au départ, je me suis dit: «Ouah, j'en ai marre de me lever à 4h30 tous les matins Ouais. pour, me préparer, qu'il y ait quelqu'un, qui ait une aide, qui vienne m'aider et cetera». Donc je me suis dit en fait, je voyais pas ma vie comme ça. Je voyais pas ma vie à galérer tous les matins, pour être autonome, pour aller en cours et tout et donc je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais», en fait. Donc j'ai pris cette année, j'ai bossé l'autonomie à fond. J'ai Après un an, j'étais pas plus autonome en tout cas, pas Un beaucoup petit plus peu autonome plus? qu'à la fin de l'année précédente et en fait, voilà, le rugby a commencé à prendre une place, très importante dans ma vie et ça a été, finalement, ça passe tellement vite que j'ai jamais repris les études, vraiment et hem et par contre, j'ai vite intégré l'équipe de France et on bouge pas mal. Et on va bien sûr parler de comment est-ce que tu as intégré l'équipe de France et comment tu as fait, pour,
monter le club, avoir les entraînements, parce que quand tu pars de zéro, j'imagine que c'est complexe. Et comment tu vis ton adolescence à ce moment-là? Ouah, c'est loin, mais Parce qu'il y a plein de questions qui se posent. D'un coup, ouais, tu es en fauteuil, tu as un handicap. Est-ce que tu ouais, arrives à vivre le plus normalement possible? Est-ce que... tu vis différemment parce que pas d'autonomie. Ouais. Et puis enfin, voilà, quand tu bouges, quand tu vas en soirée, quand tu te balades même avec tes potes et tout, faut toujours s'organiser de dingue. Pareil pour les relations amoureuses. À l'époque, moi j'étais pas non plus très à l'aise avec le fauteuil, avec mon corps, et ça a été pas compliqué, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus facile, quoi. Mais t'imaginais quand même que tu allais avoir une vie normale, relation amoureuse. Ouais, Ça, tu en étais convaincu. c'est ce que je voulais, en C'est tout ce que cas. tu voulais. C'est ce que je voulais. Et puis, comme je te le disais, tu vois, toutes les personnes que je côtoyais dans le milieu du rugby fauteuil avaient des vies tout à fait normales. Il y en a voilà, qui étaient parents. Voilà, c'était une vie lambda au final. Sauf que bah, voilà, t'as le fauteuil et tu sais que t'es obligé de t'adapter à ta situation, de faire avec le fauteuil, mais également avec tout ce qui tourne autour du handicap, parce que bah il y a pas que le fauteuil, il y a tous les problèmes de sphincter, voilà, pour aller aux toilettes, etc. Donc tout ça, t'es obligé de réappréhender ton corps à fond et d'essayer de t'écouter un maximum pour réussir à décrypter en fait tous les petits signaux que ton corps peut t'envoyer. Et c'est le fait d'avoir eu des rôles modèles qui t'a Ouais. vraiment aidé à aller plus vite et à Ah, carrément, accepter. ouais, carrément. En fait, tous ces rôles modèles là, ils te permettent de savoir que pendant toutes les 4 heures, t'es obligé de te sonder pour pouvoir uriner. Sinon, tu as des problèmes d'infection urinaire qui peuvent être assez graves parce que ça peut remonter dans les reins, etc. Et en fait, tout ça, c'est des trucs que tu connais pas forcément. En tout cas, pas quand tu arrives dans le milieu du handicap. On t'en parle à l'hôpital, mais bon, tu te dis, ouais, c'est bon, Ouais. ils me font chier, c'est bon, j'ai autre chose à gérer. Mais au final, non, c'est vraiment hyper important de réussir à connaître son corps à la perfection. Ouais. C'est ce que tu as appris vraiment à cette période-là, quoi. Bah, c'est ça, ouais, t'apprends vraiment à gérer tous les petits signaux pour pas avoir de galère, pour pas avoir d'escarres, pour pas avoir, voilà, tout en essayant d'avoir une vie des plus normales et pas, voilà, pas déménager toute ta maison si tu veux partir Ouais. en voyage à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, quoi. Mais tu as continué à le faire, en fait, tu t'es adapté à ce qui venait de se passer, mais tu continuais à vivre, à sortir, à... Ouais, c'est ça. Je pense que c'était très important pour moi déjà pour avoir un semblant de vie normale et surtout d'être plutôt pas trop mal dans ma tête. Parce que voilà, on sait très bien que t'as beaucoup d'isolement social à cause de différents handicaps. Et ça, c'est quelque chose que moi, je voulais pas. Et voilà, comme je le disais, j'ai essayé de me battre à fond, mais je pense que le soutien de mes proches a beaucoup joué. Et est-ce que tu as été suivi psychologiquement? Pas forcément, non. Pas Ouais, forcément, donc ça a été... Alors maintenant, oui, mais à l'époque, non. ouais. Ouais, Tu étais tellement bien entouré que c'était pas un ouais, besoin. c'est ça. Je pense que ça a été assez... comment dire? Et puis enfin, assez rapide au final parce que, tu vois, je me suis vite fait à l'idée que je remarcherais pas. J'ai vite fait le deuil de ma vie d'avant et je pense que, à l'époque, en tout cas, j'avais pas forcément besoin d'en parler forcément Ouais. à quelqu'un extérieur à mon entourage. Et au niveau du rugby, du coup, tu te donnes à 100% pour le rugby fauteuil. Mmh. Comment ça se passe? Tu découvres les entraînements? Est-ce que tu es Ouais. entouré? Parce que du coup, tu dis que vers chez toi, tu avais pas forcément de personnes qui étaient dans la même situation que Mmh. toi. Donc comment tu fais?
Alors, ouais, c'est quand même... honnêtement, quand j'y repense, je me dis que le parcours est C'est fou. assez compliqué et assez long parce que tu commences le rugby fauteuil. Alors déjà, c'est un sport que je connaissais pas, je connaissais pas les règles parce que ça ressemble pas trop au rugby. Ouais. Euh, Tu commences, voilà, t'es dans un fauteuil de rugby qui pèse presque 20 kilos. Toi, déjà, t'arrives pas à faire 500 mètres dans ton fauteuil de ville parce que t'as mal au bras. Voilà, il faut réussir à passer outre le fait que tu galères au début. Et je me suis dit, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Donc voilà, j'ai gardé en tête cette envie d'y arriver et puis voilà, j'ai essayé de mettre en place des entraînements, de la préparation physique et puis enfin voilà, tout s'est fait très rapidement. Et donc, tout se fait très rapidement et tu intègres l'équipe de France. Tu fais quoi entre-temps? Ouais, alors quand j'ai commencé le rugby fauteuil, donc c'était en 2011. À l'époque, le coach de l'équipe de France on se rencontre en fait sur un tournoi avec Clermont-Ferrand c'était ouais, ça devait être en 2011-2012. Il me glisse comme ça dans une conversation objectif Rio, objectif les Jeux de Rio je pense que ça a été Le le déclic, déclic, ouais. Je me suis dit, bah, franchement, si lui me parle de ça, c'est que c'est possible. Ouais. c'est pas le supporter du dimanche, tu vois, qui regarde le rugby de temps en temps. Et donc, je me suis dit, ben, feu, on y va à fond. Et en 2014, je crois, je commence à faire quelques stages avec l'équipe de France. Bon, à l'époque, clairement, j'ai pas du tout le niveau, j'ai pas, enfin, je suis vraiment à la ramasse. Et en 2015, la suite d'une blessure d'un joueur, on m'appelle une semaine avant de partir. On me dit, écoute, Corentin, est-ce que t'es dispo? Est-ce que t'es intéressé pour venir? Bah, Oui. comme on dit très bien, la question a été Ouais. vite répondue. Mais non, ça a été un oui direct et depuis, j'ai pas quitté l'équipe de France. Ouais, donc c'est vraiment, tu as eu cette opportunité. Ouais, Et quand tu dis que tu étais pas prêt, c'était physiquement, c'était au niveau du jeu, ouais, c'était tout. Tout était une épreuve, en fait. tout était très difficile. Franchement, j'étais loin d'avoir le niveau. Euh, Tactiquement, c'était, bah voilà, moi je venais de commencer. Ouais, c'est normal. J'étais pas un expert et je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Mm. Je pense que j'ai un peu plus d'expérience, mais Oui. bon, c'est pas encore. Enfin, je suis pas le dieu du rugby fauteuil. Et surtout physiquement, à l'époque, je pense que sur le tournoi que j'ai fait, alors en plus j'ai beaucoup joué parce que ben, Adrien justement s'est pété le doigt et il pouvait plus du tout jouer. Il s'est pété le doigt sur le premier match, donc tout le tournoi, j'ai joué à sa place. Franchement, je jouais au bout de 2 minutes déjà, j'étais T'es mort quoi. fatigué, Donc ouais. ça a été je pense une expérience enrichissante parce que je me suis rendu compte du niveau que j'avais pas et qu'il fallait que j'aie. Et à l'époque, l'équipe de France n'était pas du tout au niveau qu'elle est maintenant. Donc voilà, il y a eu, il y avait beaucoup de boulot à faire. Et puis après, ben voilà, de fil en aiguille, comme je disais, j'ai pas quitté l'équipe de France. J'ai fait les Jeux de Rio où j'ai pas joué non plus. Et ça a été jusqu'à maintenant beaucoup de remises en question et beaucoup d'envie de bien faire et d'essayer de gratter du temps de jeu un maximum. Et quand tu fais les Jeux de Rio, enfin quand tu es sélectionné, là d'un coup c'est la consécration, c'est quelques années après l'accident, tu Ouais, participes aux Jeux, enfin c'est exceptionnel quand même. ouais, c'était. Alors, franchement, pour moi, j'étais sûr de ne pas partir au jeu. Parce que voilà, j'avais pas le niveau et je jouais très très peu et bon, en tout cas pour pas dire jamais. Et au final, on se qualifie avec l'équipe de France
au TQP, donc le tournoi de qualification paralympique, parce qu'on termine, je crois, cinquième des championnats d'Europe en 2015 en Finlande. Et donc on gratte la dernière place là pour le tournoi de qualif. Personne ne nous attend. Enfin voilà, on est l'équipe de France que tout le monde prend de haut et on demande l'organisation de ce tournoi, du tournoi de qualification. Donc la qualif se fait à Paris. Et puis on bat le Danemark, on bat la Nouvelle-Zélande et on perd contre les États-Unis. Il devait y avoir d'autres nations aussi, mais c'est les 3 nations que j'ai en tête. Et en fait, en battant la Nouvelle-Zélande et le Danemark, on se qualifie et du coup, on les sort les deux, quoi. On sort la Nouvelle-Zélande et le Danemark et je sais que les Danois nous en ont voulu très très longtemps parce que c'était l'équipe favorite. C'était l'équipe favorite derrière les US et je pense que voilà c'est un de mes plus beaux souvenirs ce tournoi de qualif parce que ce dernier match là qu'on joue pour la qualif c'est un truc de fou et là on se dit ouais, on l'a fait quoi, on l'a fait, on va à Rio et comme je le disais, moi j'étais vraiment quasiment certain de pas y aller. Et puis finalement, quand la sélection est tombée, j'étais vraiment très heureux parce que ça a été alors pas un aboutissement, mais quand j'ai appris que j'étais sélectionné, je me suis dit c'est le début. Enfin, c'est la fin du début et le début de la fin, quoi. Ouais, tu vois, ça. c'est vraiment tu concrétisais aussi ton rêve d'être professionnel. C'est ça, ouais. Alors professionnel, non, parce qu'on ne l'est pas, mais représenter la France au plus haut niveau, c'était un rêve. Et pourquoi on n'est pas pro? Ça c'est pour des questions politiques, mais également parce que jusqu'à présent on a très peu de visibilité. Okay. On est très peu diffusé à la télé et je pense que les gens qui ont les moyens de mettre de l'argent, c'est des personnes qui veulent aussi des retombées, ce qui est normal. Ouais. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais on essaye de se battre pour et on cherche de l'argent. Donc, donnez-nous de l'argent. Non, mais enfin voilà, c'est un de nos combats, en tout cas, avec les joueurs de l'équipe, là, à réussir à essayer de se professionnaliser un maximum. Et comment se passe, du coup, ton quotidien ? Tu t'entraînes énormément. Enfin, j'imagine que ça a évolué avec les années, ouais. mais dans les débuts. Ouais, ça a bien évolué parce que dans les débuts, c'était... je pense que je m'entraînais 2 fois par semaine. C'est très peu. C'est pas beaucoup. En arrivant en 2016, j'ai commencé à faire de la prépa physique. Donc là, je devais m'entraîner 3 fois par semaine, 3-4 fois. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai vite compris que si je voulais progresser et essayer de gratter du temps de jeu, il fallait que je me bouge le cul. Et là, maintenant, c'est des entraînements quotidiens. Et tu as des kinés, comment ça s'articule autour de toi ? Ouais, on essaye d'avoir un fonctionnement de joueur pro au final, avec voilà, des rendez-vous chez le kiné pour se faire masser, pour essayer de soigner les petits bobos. On bosse avec des nutritionnistes, des prépas mentaux. On essaye de tout mettre en place pour être le plus performant possible. Et toi, toute l'année, tu t'entraînes du coup dans ton nouveau club. Tu as tout mis en place. Ça a pris combien de temps ? Tu as dit que c'était compliqué au début, mais c'est de là en faire un club. Ça a été franchement, on bosse encore maintenant, tu vois, donc et ça change encore, donc je pense que la force qu'un club de sport peut avoir, c'est que c'est jamais la routine. Il y a toujours des changements et il faut toujours se remettre en question et ça a été le cas pour ça a été le cas pour moi. Et tu vois, par exemple, en 2018, on joue les championnats du monde en Australie et j'espérais jouer un peu plus.
Bah, au final, voilà, j'avais pas le niveau. Le coach de l'équipe de France me dit que, bah, voilà, que si je veux jouer, il va falloir que je me remette en question et que voilà, je fasse plus. Euh, et il a eu raison parce que voilà, à la fin du tournoi, j'étais tellement saoulé que je voulais arrêter. Et puis au final, je me suis dit, ouais, franchement, t'as pas fait tout ça Oui, pour pour abandonner. baisser les bras maintenant. Donc je me suis remis en question et j'ai essayé de changer beaucoup de choses sur mes méthodes d'entraînement, sur la nutrition, sur comment j'abordais tout ça et ça m'a permis de devenir un titulaire presque indiscutable et ça m'a permis de faire les Jeux de Tokyo et de Paris cet été. Et tout ça, toute cette remise en question et tout ce quotidien, tu dois le faire seul ou vous êtes accompagné? Parce que Non, tu c'est dis, ça plutôt paraît en une fait grosse charge quand t'es même, seul mais t'es accompagné par l'équipe de par France l'équipe de quoi. France. T'as le coach qui est quand même très présent pour nous et, et enfin voilà après ça a été mais ça a quand même été des remises en question seules puisque voilà c'est pas le coach c'était pas Olivier à l'époque qui nous disait tout quoi faire quoi. Il fallait aussi qu'on se prenne en charge et qu'on essaye de trouver nos propres méthodes d'entraînement et les méthodes qui nous convenaient le mieux et tu vois, moi, je m'entraîne d'une façon qui convient pas à Adrien, qui convient pas à d'autres joueurs, et vice-versa. Eux, ils s'entraînent d'une façon qui, moi, me conviendrait pas, quoi. Et tu t'entraînes en équipe? Enfin, comment est-ce Ouais, que ça ben, se passe? on fait les deux. On s'entraîne en équipe et également solo. Parce que, voilà, tu es obligé de faire de la prépa physique à fond. À Nuit-Saint-Georges, on a peu de joueurs parce que toutes les personnes qui ont la capacité de jouer au rugby fauteuil, elles sont pas forcément à Nuit-Saint-Georges ou à Dijon. Et comment tu fais du coup pour Et recruter C'est on une vraie essaie, question que j'ai parce que je me on se dis. débrouille et après, tu vois, t'as des étrangers qui viennent jouer avec nous. Ah, carrément. Donc, donc voilà, on essaye de trouver des solutions et surtout on essaye de développer un maximum le club et le sport parce que on est persuadé qu'en France et même dans les coins là, de Dijon, il y a des personnes qui ont la capacité de pouvoir jouer au rugby fauteuil. Il faut savoir que pour jouer au rugby fauteuil, tu dois avoir un handicap de 3 membres au minimum. D'accord. Donc être tétraplégique, avoir une malformation de naissance, amputation, maladie dégénérative. Et, et en fait, on sait très bien qu'il y a vraiment un potentiel de joueurs de fou, mais comme c'est un sport qui commence à être un peu Ouais. connu, au début c'était compliqué de recruter des joueurs. Et comment tu faisais du coup? T'allais On démarcher? allait en centre de réduc, on essayait de démarcher. Dès qu'on croise quelqu'un dans la rue qui peut Ah oui. potentiellement avoir le handicap parfait entre guillemets pour jouer, on y va alors des fois on se prend des stops, mais des fois ça amène des joueurs sympas parce que tu vois typiquement là il y a un joueur de l'équipe donc Seb Verdun euh, qui faisait du basket à l'époque, du basket fauteuil, et on se croisait de temps en temps au STAPS parce que j'ai fait un DU donc 2 jours par mois, et 2 jours par mois on se garait l'un à côté de l'autre. Et en fait, j'avais jamais trop fait gaffe à son handicap, je savais qu'il était en fauteuil, et puis un jour, je vois ses mains, et là, je me dis, mais lui, Le joueur ça va être une parfait. machine pour nous, il me le faut, quoi. Donc, je vais lui parler, et je lui dis, écoute, mec, je sais que tu fais du basket fauteuil, et pour beaucoup de personnes, le rugby fauteuil, c'est vraiment le sport d'handicapé, quoi. C'est Ah des oui? handicaps, parce que c'est des handicaps assez importants, et généralement, les basketteurs, ils sont, alors c'était à l'époque, hein, j'espère que maintenant ça a changé, mais tu vois, c'était plus, ouais, non, moi je fais du basket, le rugby, Ouais, c'était plus valorisant de c'est pour faire. les tétras, quoi, tu vois, voilà, Ok. et en fait, Seb vient s'entraîner un peu avec nous. Il commence à jouer un peu et en fait, toute son expérience basket, sa vitesse,
ça nous a aidé à fond. Et alors au début, rugbystiquement, il n'était pas du tout, invité, mais il a très vite intégré l'équipe de France et c'est très vite devenu un joueur majeur de l'équipe. Donc voilà, c'est des histoires aussi qui sont sympas. Tu vois, tu te dis, bah, tu galères un peu avec le club. Au final, tu trouves un joueur là que tu arrives à emmener en équipe de France Ouais, c'est beau quand même. et franchement, c'est super cool, quoi. Ça permet de, de, de voir que le travail porte ses fruits. Et ça fait quoi de participer aux Jeux paralympiques? Bah, c'est déjà une grande fierté, surtout quand voilà, quand c'est enfin mes premiers jeux. Moi, j'avais jamais joué dans des salles qui étaient pleines. J'avais jamais vraiment voyagé non plus. Et puis bah là, voilà, je vais à Rio, on joue dans un gymnase qui est fou. Le village est magnifique. Et puis c'est Rio, tu vois. Je pense que beaucoup de personnes rêveraient de visiter Rio. Et donc nous, on a eu la chance de pouvoir visiter. Et franchement, non, des étoiles plein les yeux. Euh, des étoiles plein les yeux et surtout à une grande fierté. Après, on savait très bien qu'à Rio, on y allait pas en vacances parce que c'est pas des vacances, mais on savait que sportivement, on n'était pas au niveau. Donc voilà, on avait moins de pression et maintenant, c'est toujours une grande fierté, mais par contre, grosse déception sur les Jeux de Paris parce que je reste intimement persuadé qu'on avait carrément le niveau pour au moins faire une demi-finale. Malheureusement, on loupe 2 cartons dans le tournoi. Et c'est les 2 cartons qui nous mettent dedans et qui font que on perd 2 matchs très importants en poule pour pouvoir passer en demi-finale. Donc on termine 5e en battant malgré tout le Canada qui est quand même le pays qui a inventé le rugby fauteuil. Et c'est un pays c'est une nation qui est très très forte au rugby et donc voilà, une petite fierté d'avoir battu ces Canadiens, mais immense déception parce que voilà, on fait pas le résultat attendu. Et ça fait quoi de vivre les Jeux dans son pays? Parce que du coup, tu as fait 3 Jeux différents, donc tu as un recul. Ouais, c'est incomparable en fait par rapport à Rio et Tokyo. Déjà Tokyo avec le Covid, il y avait personne, c'était un peu glauque et ça reste des jeux, mais c'était pas les meilleurs jeux. Mais en France, franchement, devant ton public, devant tes amis, devant ta famille, c'est indescriptible. T'as vraiment, tu vois, tu rentres sur le terrain, tu vois la salle qui est blindée, t'as 9000 personnes qui t'acclament. Tu vois ton portrait. Ils avaient fait des portraits là avec nos grosses têtes dans les tribunes. Là, ça c'était fou et franchement, voilà, tu te dis ouais, c'est pour ça que je fais du sport, quoi. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. C'est pour ça que parfois j'ai pas envie d'y aller, mais je sais que ça va porter ses fruits et c'est fou. Et puis quand tu sais que t'as ton gamin qui est dans les tribunes et que enfin voilà, tu te dis ouais, franchement j'ai réussi ma vie quand même. C'est vraiment cool. Et quand tu parles justement de tu as réussi ta vie, comment se passe ta vie plus personnelle? Parce que du coup, tu t'entraînes énormément. Une grosse partie de ta vie est dédiée au rugby. Mais à côté de ça, comment tu évolues? Ouais, ça reste un quotidien qui est un peu en dehors de la norme parce que voilà, une année de préparation pour les Jeux, c'est beaucoup de déplacements. En plus, c'est l'année où mon fils est né, donc je l'ai très peu vu. Pendant un an, j'ai essayé de passer des moments de grande qualité avec lui, mais ça a été assez rare. Mais par contre, voilà, c'est un quotidien qui est rythmé par des nuits qui sont pas forcément très faciles, un peu moins de repos, mais voilà, tu sais que maintenant tu fais plus tout ça que pour toi, quoi. Il y a aussi
il y a aussi ce petit être-là qui est ici, et tu sais que quand tu rentres à la maison, tu vas la voir, et c'est trop bien. C'est trop bien. Et ça, c'est exceptionnel, justement, d'avoir pu devenir papa. C'est quelque chose que tu as tout de suite envisagé Ouais, non, alors honnêtement, au début, je voulais pas forcément d'enfant. Je pense parce que je voulais pas le faire galérer à cause de mon handicap, quoi. Je pense que voilà, au début c'était, je me disais, moi je galère déjà bien assez tout seul. J'ai pas envie de devoir faire galérer d'autres personnes. Et puis au final, c'est comment dire, une réflexion qui est complètement débile, parce que lui, il en a rien à foutre du fauteuil. Il s'en fout que tu puisses pas aller, voilà. Au final, on joue tout pareil. Alors forcément, il y a des adaptations, tu vois, mais pour lui, je suis normal, et voilà, il sait très bien que s'il veut monter sur mes genoux, il peut monter sur mes genoux. Il sait comment faire. Je l'aide un peu. Voilà, c'était une réflexion qui était à l'époque un peu égoïste, je pense. Mais il faut savoir que voilà, quand moi j'ai eu mon accident, les médecins m'ont dit, écoute, c'est pas sûr que tu puisses avoir un jour des enfants, en tout cas naturellement. Donc voilà, il faut que tu t'en sois conscient. Et je pense que ouais, j'avais pas trop envie d'essayer, et pour me reprendre encore une claque, tu vois, de me dire ouais, franchement, putain, le handicap, ça va me faire chier toute ma vie. Mais non, franchement, ouais, ça fait 1 an là, le petit a 1 an, et c'est un truc de fou. Ouais, c'est exceptionnel de pouvoir vivre ça. Et lui, justement, doit développer plein de choses liées au handicap. Ouais, Il doit être hyper autonome. C'est ça, j'espère que déjà ça va lui ouvrir d'autres visions, et j'espère qu'un jour il sera président de la République pour pour réussir à faire changer beaucoup de choses. Non, pas président, mais voilà, je pense que c'est hyper important de sensibiliser les gamins aux différents types de handicap, parce qu'on sait très bien que certains adultes sont vraiment trop butés pour essayer de regarder autre chose que le bout de leur propre nez. Et je pense que les gamins, c'est hyper important de leur montrer que malgré un handicap, tu peux essayer de vivre quasiment normalement, et que quand un minimum d'adaptation est présent, tu t'en sors. Ça le fait, quoi. Ça peut le faire. Alors forcément, tu as des handicaps qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, et qui ont besoin de plus d'aide, etc. Mais je reste intimement convaincu que dans des lieux où tout est adapté, c'est pas de l'adaptation que pour des personnes qui sont en fauteuil. C'est de l'adaptation pour une maman ou un papa qui a une poussette avec des jumeaux, quelqu'un qui s'est pété la jambe et qui est en béquille ou qui est en fauteuil parce qu'il peut pas marcher. Je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Et de toute façon, je pense que tout le monde est content quand tu rentres tes courses. T'as pas 3 ou 4 étages à monter, t'as pas une porte qui fait 15 kilos à tenir, à bloquer, devoir tirer enfin voilà, je pense que voilà, toute adaptation est utile à tout le monde, et voilà, faut pas se dire ouais, c'est bon, ils me font chier ces handicapés. Ouais, c'est ça concerne vraiment tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Et en ce qui concerne le regard des autres, est-ce que tu as justement eu des difficultés? Ou est-ce que toi, ça a toujours été Non, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Je pars du principe que à partir du moment où ça te dérange, le problème c'est toi. Et voilà, moi je changerais pas pour. T'as eu cet état d'esprit tout de suite? Ouais, ça a été direct. Okay. Moi, je suis en fauteuil, je vais pas me cacher, je vais pas m'empêcher de vivre parce que ça fait chier 2 personnes que je croise dans la rue, quoi. Et je pense que voilà, c'est aussi en réagissant comme ça que ça va changer. C'est pas en restant caché chez soi que les gens vont se dire ah bah ouais, putain, c'est vrai,
là, il y a une marche, il faudrait que je fasse une petite rampe pour pouvoir rentrer dans mon magasin. Voilà, c'est vraiment, dès le début, je me suis dit, il y a là, quoi, on y va. Et Ouais, tu as tout de j'ai suite été pas, ouais. positif, tu t'es dit: «Bon, de toute façon, maintenant j'ai le fauteuil, j'ai le Bah, handicap, c'est ça, j'avance, quoi». je suis en fauteuil, ça changera pas. Voilà. Si ça fait chier quelqu'un, bah, tant pis. Ouais. Et puis, Ouais, mais c'est quand même un état d'esprit qui est très positif et tout le monde n'a pas cet état d'esprit. ouais, c'est ça, tout le monde n'a pas forcément cet état d'esprit, mais de toute façon, on pense tous aussi un peu différemment. Mais je pense que majoritairement, on a à cœur de montrer, en tout cas, beaucoup de personnes que je connais, on a vraiment à cœur de montrer ok, il y a un handicap, ok, il y a une particularité, mais par contre, c'est pas ce qui nous définit et Ouais. c'est pas ce qui va nous arrêter de vivre. Et est-ce que tu sensibilises justement? Comment tu fais pour sensibiliser? Tu fais des conférences? Tu l'as dit au début de l'interview. Ouais, j'essaye d'intervenir dans des écoles. Ouais. Et puis voilà, on fait des conférences, des interventions auprès d'entreprises. Déjà parce enfin, j'ai besoin de gagner aussi un peu ma vie, donc c'est une façon assez assez bonne au final de gagner sa vie, parce que alors, j'aimerais bien gagner un peu plus ma vie, en tout cas un peu plus correctement, mais grâce à ça, mais voilà, ça permet déjà de sensibiliser au handicap, de faire découvrir le rugby fauteuil, et Bien sûr. également de toucher un peu d'argent, et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire et que beaucoup de mes coéquipiers font, parce que voilà, comme je disais, on reste persuadé qu'il y a beaucoup de changements à faire, et qu'il y a beaucoup de choses positives à faire. Ouais. Et puis c'est en parlant que les choses vont évoluer et que d'un coup ça deviendra beaucoup plus normal. Bah, carrément, de toute façon, à partir du moment où tout le monde aura l'habitude de voir quelqu'un en fauteuil, de voir quelqu'un boiter, quelqu'un avec une béquille, à partir du moment où tout le monde aura l'habitude de voir des personnes avec une particularité, voilà, ça dérangera plus personne. Ça dérange personne de voir quelqu'un avec des lunettes. Non. Pourquoi ça Oui, dérangerait, c'est vrai. tu vois, c'est... Ouais, c'est des habitudes et il Bah ouais. faut qu'elles se fassent. Mm. Est-ce que c'est pas justement plus simple? Parce que j'ai interviewé aussi un ancien athlète paralympique, Cyril Moret, et il me disait que c'était plus simple avec les enfants, qu'ils acceptaient au final bien plus le handicap que les adultes. Bah Est-ce que carrément, tu carrément. confirmes? C'est, enfin, Cyril a tout à fait raison, tu Mmh. vois, il y a, comme je disais, les gamins, quand t'interviens, ils ont cette simplicité, tu vois, qui est dingue, c'est Mmh. que, ils ont une question, comment tu fais pour passer 3 marches? Ça, Mmh. c'est des questions que les adultes, ils se posent, mais Ils qu'ils ne vont pas posent oser te pas, poser, ou parce que, ah non, il faut faire attention, il est handicapé, on peut pas tout... Non, nous, voilà, forcément, si c'est de la curiosité mal placée, des oui. questions qui ont rien à voir, ou alors qui sont très intimes, voilà, il C'est y a les des mêmes, moments, ouais, il y a oui, des et c'est les moments, mêmes mais que tu poserais pas à quelqu'un c'est qui ça, marche exactement, normalement. Enfin, c'est clair. oui. Mais par contre, enfin voilà, les gamins sont vraiment hyper naturels, et ça, c'est trop bien. Et comme je le disais, je pense vraiment que la sensibilisation passe par eux, Par parce eux. que Bah, c'est ben eux qui voilà, vont faire changer. eux, ils Mmh. font changer les choses, et ils en parlent à leurs parents. C'est vraiment, vraiment important pour nous. Et quel conseil tu donnerais justement à un enfant, par exemple, le petit Corentin qui a eu, cet accident, qui se retrouve en fauteuil et qui accepte pas du tout la situation? Franchement, franchement, je pense que je dirais, enfin, je te conseillerais d'essayer de vivre à fond, de pas te mettre de barrières. Forcément, il y en aura, mais tout le monde en a, Ouais. essaye de vivre à fond, quoi, et profite, parce que tu sais pas de quoi est fait l'avenir, et, euh, et arrête de te prendre la tête pour des conneries, pour des Ouais. conneries. Ouais, c'est vis ta vie Ouais, c'est et ça, accepte ce qui s'est passé pour, continuer, quoi. exactement. Et aujourd'hui, donc tu as fait, les Jeux, Paris 2024. Ouais. Comment tu imagines un peu ton futur, Encore assez flou, parce assez que flou? ouais,
là, j'ai pris un mois après les Jeux et je me suis beaucoup posé de questions, à savoir si je continuais ou pas. Alors, normalement, je continue. Ouais. Enfin, je continue. Je reste sélectionnable pour les Jeux de Los Angeles. J'ai vraiment envie de continuer à contribuer aux belles performances de l'équipe de France et essayer de professionnaliser un maximum ce sport. Mais voilà, j'ai aussi envie de voir plus loin, tu vois, d'essayer de préparer un peu mon après-carrière, parce que C'est voilà, ça, j'ai 30 ans t'envisages quoi? et ça va très vite arriver. Alors pour l'instant, voilà, ce serait bien que je reprenne un peu mes études. C'est encore très flou, donc je sais pas trop dans quoi. Mais enfin voilà, en tout cas, je suis à la recherche d'opportunités également, tu vois, pour voilà, trouver des personnes qui sont prêtes à filer un coup de main voilà, pour essayer de développer des skills que j'ai et qui peuvent être intéressantes dans le monde du travail. Mais voilà, j'ai vraiment envie de profiter de ma famille, profiter de mes amis parce que ça, les années de préparation des Jeux sont vraiment très intenses, ça passe trop vite et t'as peu de temps pour tes proches. Et tu penses par contre que tu arriverais à avoir un métier un peu plus classique? Parce que bon, quand tu as passé 10 ans à faire quasiment du rugby, et là, Ouais, l'après, je me dis, ça doit être quand même ouais, un grand écart pour le coup. je pense que c'est au début ça risque d'être compliqué, Ouais, mais je pense qu'on s'adapte à tout, hein, ouais. donc voilà, tant que je peux avoir un peu de temps aussi pour voyager pendant mes vacances, ça va le faire. Ouais, ça va. Et je demande toujours aux invités, j'aurais encore pas mal de questions, mais on va arriver à la fin de l'interview. Je demande toujours aux invités de penser à un objet. Si tu devais te décrire avec un objet, ce serait lequel? Je pense que ce serait le maillot des Jeux de Rio. Euh, Pourquoi? En fait, tout simplement parce que ça a marqué le début de ma carrière dans le rugby fauteuil, mais également la fin de ces moments de doute après l'accident et, euh, et vraiment c'est une des plus belles expériences de toute ma vie, donc c'est vraiment ce que je garde en mémoire et de temps en temps je retombe sur des photos des jeux là et je me dis mais ouais, le parcours Ouais, avant d'arriver là-bas, c'était déjà dingue. Mais maintenant, le parcours qu'il y a eu entre Rio et actuellement, c'est d'autant plus fou. Donc ouais, je pense Rio. c'est vraiment le moment qui a marqué un tournant dans ta vie, en Ouais, fait. c'est ça, exactement. C'est C'est un peu le rond-point. ouais, c'est ça. Et est-ce que, tu as un mantra, une phrase que tu te répètes et qui t'aide à avancer, dans la vie? Non, pas spécialement, à part le fait que c'est pas forcément une phrase, tu vois, mais lâche rien et vis à fond. Ouais, c'est ce que tu te dis tout le temps Ouais, et cet esprit c'est très tout le positif temps, aussi, voilà, dès que, tu vois, par exemple, là, pendant les Jeux de Paris, enfin, je savais pertinemment que ça allait passer hyper rapidement ouais, et voilà, qu'il fallait profiter de chaque instant, là, quand tu rentres sur le terrain, profite du public, ouais, tout en restant concentré et tout. bien Enfin, sûr. voilà, comme je le disais, tu fais les jeux enfin, moi, je fais pas les jeux pour faire les Juste jeux pour et faire les bailler aux jeux, ouais. corneilles, quoi. C'est Mmh. vraiment, il y avait un résultat attendu mais je pense qu'il faut savoir aussi profiter et voilà, c'est vraiment ce que je retiens, c'est voilà, tu rentres, tu profites du public après les matchs, même s'il y a la Oui, déception, faut aussi faut savoir profiter profiter aussi. et surtout faut savoir donner, enfin rendre ce qu'on te donne, tu vois. Le public vient Ouais, nombreux, met une ambiance de fou. Toi, tu peux pas partir, ah, c'est sûr. voilà, en saluant personne et tout, et je pense que voilà, profiter. Et j'ai une dernière petite question, mais quand on parle de cet état d'esprit que tu as,
Est-ce que tu dirais que c'est l'après-accident qui t'a vraiment façonné cet état d'esprit ou t'as toujours été comme ça? Parce que tu parles que tu étais timide enfant. Ouais. Est-ce que tu étais Alors, déjà comme ça? alors je pense que dans le sport, j'étais, comme je suis maintenant. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'étais même pas capable d'aller chercher une baguette à la boulangerie, quoi. Ouais. Alors que maintenant, ouais, je pense que l'accident m'a fait grandir beaucoup plus rapidement que ce que ça aurait été en temps normal, entre guillemets. Mais ouais, je pense que ça m'a beaucoup changé. Et ça m'a aussi ouvert l'esprit sur plein de choses, voilà, sur le fait que demain, tu sais pas de quoi est fait la vie et qu'il faut essayer de profiter un minimum. Écoute, c'est un bel état d'esprit. Merci Corentin pour ton témoignage. Merci à toi. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi et je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci beaucoup. Puis faites tourner le podcast Ouais. correctement. J'espère. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.